Chers amis et chers camarades, je dois dire que nous sommes un peu émus à solidarité de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer la chute du régime de la dynastie Assad, qui a écrasé le peuple syrien dans toute sa diversité depuis plus de 50 ans. Partout dans le monde, les Syriens, les Syriennes et celles et ceux qui les ont soutenus dans leur aspiration de justice, de liberté, de dignité et d'égalité ont fêté cet événement qu'on n'espérait plus, ont fêté l'ouverture des geôles du régime et le retour au pays d'un grand nombre de personnes et la fuite de Bachar el-Assad en Russie chez son grand ami et grand allié, lui aussi ennemi des peuples, Vladimir Poutine. Cette libération, elle vient 14 ans après le début de la révolution syrienne qui, dans le sillage des processus révolutionnaires qui ont ébranlé ce qu'on appelle un peu rapidement le monde arabe, révolution syrienne qui a été écrasée dans le sang, les bombardements, les armes chimiques et la terreur d'État. Bachar el-Assad ne s'est maintenu au pouvoir qu'en massacrant sa propre population, en causant la mort de plus de 500 000 personnes dont on honore la mémoire aujourd'hui, en emprisonnant et torturant des milliers d'autres, et enfin en forçant plus de la moitié de la population à fuir, notamment en se confrontant au racisme criminel de l'Union européenne et de la Suisse, qui ont fait de la mer Méditerranée une fosse commune. C'était important pour nous de pouvoir vivre ce moment ensemble, de discuter de ce qu'il ouvre, mais de discuter aussi des dangers à venir et de l'incertitude à venir. La chute du régime est bien la condition pour que tout redevienne possible, comme le disait Joe, mais l'avenir est incertain. Comme le dit mon camarade à ma gauche, la joie et la crainte ne sont pas des sentiments contradictoires. Alors j'ai parlé un peu vite de la joie, maintenant je vais parler rapidement des craintes. En premier lieu, on a vu que l'armée nationale syrienne soutenue par la Turquie d'Erdogan continue de commettre des exactions contre le peuple kurde au nord du pays, en parallèle de l'intensification des bombardements au Rojava. Les camarades kurdes de Lausanne nous ont d'ailleurs à juste titre interpellés sur l'absence de voix kurde ce soir, dans cet événement qu'on a organisé un peu en urgence au début de la semaine. Et du coup, ils interviendront après la présentation de Joseph. J'en profite aussi pour faire relayer l'appel qu'ils ont fait pour une marche des flambeaux au Flobon ce samedi à 17h au parc de Montbenon pour dénoncer justement l'intensification des violences contre le peuple kurde. Par ailleurs, vous savez aussi qu'à quelques centaines de kilomètres de la Syrie désormais libérée, le régime d'occupation et d'apartheid israélien poursuit son génocide contre le peuple palestinien. Dans le contexte, les puissances impérialistes régionales et internationales, la Turquie, les États-Unis, l'Iran, l'État colonial israélien, l'Arabie saoudite ou encore les monarchies du Golfe, toutes ces puissances impérialistes n'ont pas dit leur dernier mot. Aucune d'entre elles n'a intérêt à ce que la révolution démocratique, pacifique et plurielle impulsée en 2011 puisse finalement aboutir à une libération entière du peuple syrien et à la construction d'une démocratie sociale, donnant ainsi un exemple pour tous les peuples de la région. Toutes les puissances impérialistes régionales et internationales veulent consolider leurs intérêts économiques et stratégiques dans le pays. Et le jour même du 8 décembre du départ de Bachar el-Assad, de la fuite de Bachar el-Assad en Russie, l'armée génocidaire israélienne bombardait Damas. L'incertitude règne donc, la situation est complexe et c'est la raison pour laquelle aussi il fallait en discuter aujourd'hui avec mon camarade Joseph Daher. Avant de lui donner la parole et de le présenter plus en détail, je voulais encore dire 2 mots sur nos tâches, à nous qui luttons depuis la Suisse et depuis l'Europe. Ces derniers jours, on a pu voir fleurir des réactions qui déploraient la chute du régime comme étant synonyme d'un affaiblissement de la résistance à l'impérialisme américain et au génocide à Gaza. Cette vision est à la fois politiquement fausse et moralement indigne. Elle est moralement indigne parce qu'aucun peuple ne peut construire sa liberté au prix de l'asservissement d'un autre. Et politiquement, c'est une erreur, on aura l'occasion d'en discuter, de croire que le régime fasciste russe, par exemple, qui emprisonne et assassine ses opposants et opposantes, qui envoie de force au front en Ukraine des minorités religieuses et raciales qui l'oppriment par ailleurs, comme les Tatars crimées, les Kazakhs ou encore les musulmans du Caucase. C'est une erreur de penser qu'il puisse être un allié anti-impérialiste alors même qu'il bombarde l'Ukraine. De même, c'est une erreur de croire que ces régimes aient comme principal objectif celui de la libération de la Palestine et non la préservation de leurs intérêts économiques et géopolitiques. Ces visions campistes, on peut le deviner, elles sont aussi liées à notre impuissance, l'impuissance de notre camp social qui a été incapable d'arrêter un génocide insurmontable. On voit toutes et tous des images sans cesse sur les réseaux sociaux du génocide en Palestine. Nous devons donc, depuis le centre impérialiste, travailler à reconstruire un internationalisme concret par en bas, en solidarité avec tous les peuples qui luttent. Nous devons aussi, à mon avis, pour ce qui concerne la Suisse, exiger et forcer la place financière à restituer tous les fonds et les biens volés au peuple syrien par le clan Assad. La place financière suisse ne doit pas servir, enfin déjà il faudrait l'abolir, mais elle ne doit pas servir à garder tous les fonds de tous les criminels de la planète. Par ailleurs, le criminel service d'État aux migrations a suspendu sans honte aucune toute procédure d'asile pour les réfugiés syriens et syriennes, alors même que la situation économique, politique et sociale du pays est encore largement inconnue.
À nouveau, nos classes dominantes qui se sont construites et largement enrichies sur l'impérialisme se distinguent par leur cynisme. Donc, à Solidarité, et on continuera à lutter toutes et tous ensemble pour notre émancipation collective et contre tous les tyrans. Vive la révolution du peuple syrien et vive les peuples qui luttent pour leur dignité. Du coup, pour discuter... Pour discuter du processus qui a mené au départ de Bachar el-Assad et à toutes les questions que ça pose, tous les dangers, mais aussi tous les espoirs que ça pose, on a le plaisir de recevoir Joseph Daher, qui est universitaire syrien et suisse, militant internationaliste à Solidarité et qui a notamment écrit le livre « Syrie, le martyr d'une révolution » et un autre livre, « Le Hezbollah en fondamentalisme religieux à l'épreuve du néolibéralisme ». Du coup, je vais te donner la parole après de pouvoir discuter avec la salle. Merci beaucoup Anouk et merci à vous toutes et tous d'être présents. Je voudrais aussi remercier tous mes camarades de Solidarité qui ont beaucoup aidé à l'organisation de cette conférence absolument indispensable parce que moi, à part venir ce soir, j'ai absolument rien fait. La vérité, donc je m'excuse et je vous remercie énormément. Vu que voilà, depuis quelques temps, mais là, depuis dimanche, on est rentré... pour beaucoup de Syriens et Syriennes dans une autre galaxie, et comme j'y reviendrai, des joies mais des craintes et que ce n'est pas un sentiment contradictoire. Donc, on ne va pas refaire le processus révolutionnaire syrien depuis 2011. Anouk a bien résumé les choses, comme quoi c'est issu des processus révolutionnaires de 2011, mais on est dans un... Même si l'esprit de 2011 est certes en partie présent, notamment avec des slogans du type... le peuple syrien est un et unique, on peut entendre actuellement, c'est un contexte et une dynamique complètement différente. 10 jours ont changé la Syrie et en grande partie la région. Et ça aura aussi des répercussions internationales. Donc le 27 novembre, une dynamique militaire commence à partir du nord de la Syrie, de Idlib, du groupe Hayat Tahrir al-Sham, qui est d'orientation salafiste djihadiste, et des groupes de l'armée nationale syrienne qui agit en tant que proxy de la Turquie. On devrait plutôt l'appeler l'armée nationale auxiliaire turque en grande partie. Et j'y reviens. Ils vont commencer à occuper Alep, envahir Alep, puis ensuite Hama, puis Homs. À part à Hama où il y a eu une certaine résistance, Alep, il n'y a pas eu de résistance. Et à Damas... je reviendrai par la suite, ce n'est pas eux qui sont rentrés en premier, mais cette dynamique militaire qui était initialement uniquement militaire a pris une tournure différente. On a vu des régions du sud de la Syrie, notamment la région de Soueda, qui est composée en majorité de populations druzes, c'est une minorité islamique où il y a des manifestations populaires depuis 2023, l'été 2023. Donc en partie, et cette partie était quasiment en dehors du contrôle du régime déjà, hein, il faut bien le savoir, avec des slogans démocratiques, inclusifs et une certaine tradition démocrate et de gauche. Et donc ça a préparé le terrain à ce soulèvement où le régime a complètement été sorti avec aussi la participation de groupes armés locaux. De même qu'à Dera qui est au sud aussi de la Syrie, qui est un peu le bastion de la révolution syrienne où tout avait commencé, les groupes qui étaient formellement partie de l'armée syrienne libre avaient conclu des accords dits de réconciliation avec le régime parrainé par la Russie à partir de 2018. Mais dès lors, ils avaient pu garder leurs armes et une certaine autonomie. Eux aussi s'en sont soulevés et ont mis dehors le régime. Et à mesure que le régime perdait des territoires, se retirait notamment de ce qu'on appelle la campagne de Damas, qui est un gouvernorat, mais la campagne de Damas, c'est tout ce qui entoure Damas, si vous voulez, la banlieue. Dès que le régime se retirait, des manifestations populaires sortaient. Les figures du régime, symboles, les statues, étaient tombées l'une après l'autre. Donc, les manifestations sortaient. Et d'ailleurs, il n'y a eu quasiment pas de combat à Damas. C'est d'abord les armées du sud de la Syrie qui sont rentrées, ensuite, le groupe de type Hayat Tahrir al-Sham sont rentrés. Qu'il y ait eu ou pas accord entre Iran, Turquie et Russie ne change pas que sous la pression populaire, ce régime a dû partir. Et il y a deux raisons principales, je dirais, à la chute de ce régime, qui est en premier lieu la faiblesse structurelle
du régime syrien, qu'elles soient politiques, militaires ou économiques. Et le fait que les soldats ne se sont pas battus pour ce régime n'est pas une surprise. La grande majorité sont des conscrits, sont très maltraités, sont très mal payés. Il faut savoir entre 20 à 25 dollars, faites à peu près la même chose en France suisse. Quand le coût de la vie, par exemple, à Damas, pour une famille de 5, c'est plus de 1000 dollars, juste pour vous rendre compte. La base populaire du régime qui, au début, dans les premières années, avait pu être instrumentalisée par des réseaux clientélistes, confessionnels, tribaux et autres, a quasi disparu au fil des années. Donc c'est pour ça qu'il est tombé comme un château de cartes. Il n'existait plus, personne ne voulait se battre pour ce régime, personne n'avait quasiment des sympathies. Voilà, à tigre en papier, ce régime. Les alliés, la Russie et l'Iran, étaient très affaiblis. La Russie, impliquée dans sa guerre impérialiste contre l'Ukraine, avait transféré des ressources en Ukraine énormément, et ne pouvait plus agir comme le passé. Et de même que l'Iran et le Hezbollah avaient été sur des positions pro-iraniennes ou pro-Hezbollah en Syrie. Donc les principaux alliés du régime étaient aussi sur les dynamiques, que ce que ça veut dire l'affaiblissement de l'Iran et la Russie. Mais ça, c'est les deux points principaux à comprendre la chute de ce régime. Et pourquoi je dis qu'il était d'abord une dynamique militaire que même moi, j'ai vu au début d'un mauvais œil. L'objectif principal de ces groupes, c'était, en l'occurrence, ils ne pensaient pas que le régime allait tomber. C'était d'avoir une meilleure place dans les futures négociations. Reconnaître, notamment pour la Turquie, qui a initialement soutenu, mais qui aussi n'imaginait pas du tout aller jusque-là. Il faut rappeler que le régime de Turquie était en phase de normalisation depuis plusieurs années avec le régime syrien. Okay, il voulait une meilleure place dans les phases de négociation. Après, les choses ont changé dramatiquement. Et pourquoi il y a une dynamique populaire? Le jour d'après, la nuit du 7 au 8 décembre, vous voyez des scènes le 8 décembre à travers la Syrie. Toutes les confessions et ethnies qui célébraient la chute de la famille tyrannique des Assad qui était au pouvoir depuis 1970. Donc du sud de la Syrie, à Damas, à Alep, sur la côte, et souvent dans des conférences plutôt professionnelles, les gens parlaient de loyalistes, parce qu'ils disaient, voilà, la peur des Alaouites, etc. Donc la minorité islamique dont le président, le dictateur Assad était issu. Des manifestations de masse, la même chose aujourd'hui. Les statues de Assad, les portraits de Assad complètement cassés, tombés dans les régions à majorité kurde. À Qameshi, on a vu également dans les zones qui restaient encore sous contrôle du régime, quand ils ont disparu, destruction des statues, des portraits de Assad. Donc à travers la Syrie, des manifestations populaires pour célébrer la défaite du régime Assad. Son départ vers son allié aussi tyrannique de Poutine. Donc ça, c'est la première chose à dire, c'est que quand on dit oui, vous n'avez pas peur pour l'avenir, mais la peur chez les Syriens et Syriennes, elle existe depuis 54 ans. La différence qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un espace politique. Et quand je dis ça, ah oui, tu es ultra optimiste. Non, je sais très bien qu'il y a des difficultés. Et c'est là où je vais vous parler de ces contradictions. Mais quelque chose qui est le plus important pour tout espoir d'émancipation et de libération, c'est la possibilité d'un espace politique pour les classes populaires de s'organiser par en bas, de s'auto-organiser. Cet espoir, cet espace n'existait pas jusqu'au 8 décembre. Maintenant, il existe. Mais il est rempli de défis et de contradictions. Et c'est là où je vais parler. Ces défis sont à la fois internes et externes. Défis internes, la nature des groupes Hayat Tahrir al-Sham a subi une évolution depuis 2016, depuis sa rupture avec Al-Qaïda. Cette évolution est due à plusieurs éléments. D'abord, les conditions matérielles. Ils ont dû
gouverner une partie du territoire du nord-ouest de la Syrie. Ils ont mis en place leur propre gouvernement, qui s'appelle le gouvernement national du salut. Ils ont fourni des services, même si la plupart des services étaient des ONG, des organisations internationales qui fournissaient. Ils ont également fait des appels au pied, on peut dire, à des États régionaux, au-delà de la Turquie. En 2021, lorsque Jolani, le chef de Hayat Tahrir al-Sham, parle pour la première fois à un journaliste américain, il dit qu'il combat Al-Qaïda et Daesh, ce qui est une vérité. Et dit, nous, on est prêts à combattre avec d'autres États occidentaux dans la perspective de la lutte contre l'antiterrorisme. On n'est pas une base en donnant, essayer de donner une image de modération. Il a un gouvernement très technocratique et autres, de même qu'il fait un pas en avant par rapport à faire revenir des toutes petites populations de chrétiens et de druzes, quelques discussions avec de Jolani envers les minorités, envers la Russie, on y reviendra là-dessus. D'ailleurs, les bases militaires russes sont pour l'instant maintenues en Syrie, en partie sur les accords avec HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Et il y a une volonté, voilà, d'être un acteur politique avec lequel les États occidentaux et régionaux vont devoir parler. Et je peux vous dire déjà, Qatar a remis son ambassade, il y a des discussions au sein de l'Union européenne et autres. Sa vue, c'est de consolider son pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a nommé un gouvernement qui est issu de son camp avec que des hommes, que des Arabes. La diversité et autres, on est très loin de là. Et c'est là où je vais dire, c'est ni Al-Qaïda, etc., un réseau transnational, djihadiste, etc. Oui, c'est une organisation djihadiste, mais qui s'inscrit dans un cadre national. Quand je dis ça, est-ce que ça veut dire que c'est une organisation démocratique et autre? Loin de là. C'est une organisation autoritaire, issue du fondamentalisme islamique les plus réactionnaires. Son gouvernement a vu de nombreuses manifestations populaires contre ses exactions, contre ses services. D'ailleurs, quelques mois auparavant, la chute du régime, il y avait une énorme manifestation contre le gouvernement du salut, le gouvernement de Jolani. De plus, tolérer les minorités religieuses ne veut pas dire les accepter en tant qu'égaux. Hein? Ça, c'est dans la pure tradition islamique de Ahl Dimi, les gens du livre concrètement. Les minorités chrétiennes et juives ont un statut protégé, mais pas égaux. D'accord? Et de même qu'il dit, il a fait des communiqués, dans un de ses interviews, il dit les gens qui ont peur d'un État islamique, c'est ou bien parce qu'ils ne connaissent pas bien ou parce que ça a été mal implémenté. Ça ne nous rassure pas non plus. Hein. Donc c'est un acteur autoritaire. Et ce n'est pas lui qui va donner des droits démocratiques. Mais il y a quelques signes déjà qui montrent qu'il est... Et aussi une des chances, je reviendrai aussi par la suite, mais je vais finir sur les acteurs dangereux. Je finis sur les acteurs dangereux. Donc HTS, ce n'est pas du tout un espoir pour les Syriens et Syriennes. En fait, HTS, à bien des égards, c'est le résultat de la contre-révolution du régime syrien, de la répression sanglante des organisations démocratiques progressistes qui a eu lieu particulièrement entre 2011 et 2013, lorsque le mouvement populaire était le plus important, avec des comités de coordination locaux, des conseils locaux. Ce qui est important de rappeler, c'est que le processus révolutionnaire syrien est un des plus avancés d'une certaine manière parce qu'il y a eu des expériences de contre-pouvoir avec des conseils locaux et autres. Ça veut dire une gestion par la population locale de leurs affaires quotidiennes. Est-ce que c'était parfait? Est-ce que c'était les soviets? Loin de là. Pas toujours avec des organisations démocratiques et tout. Donc il ne faut ni romantiser, ni diaboliser. Maintenant, je viens au deuxième groupe, l'armée nationale syrienne. Parce que c'est la deuxième dynamique qui fait peur. C'est un groupe issu de l'armée syrienne libre, des mercenaires. D'ailleurs, en arabe, on parle de mercenaires turcs. On parle de ce groupe, de forces aussi conservatrices islamiques, et qui, par cette offensive commencée par HTS,
en a profité, parce que c'est le but de la Turquie, à s'attaquer au nord d'Alep, aux régions à majorité kurde, notamment dans la ville de Tel Rifat, la région de Sha'ba, et ensuite ils ont attaqué Menbij. Ça a créé un déplacement forcé de 150 000 personnes en tout, des exactions, des assassinats, des kidnappings de populations kurdes. L'armée nationale syrienne, comme je vous l'ai dit, a commis de nombreux crimes, et notamment, encore une fois, dans l'agenda turc. Beaucoup de CSN parlent d'eux comme les Shabbiha. Les Shabbiha, c'était les termes utilisés, ça veut dire voyous un peu, le terme utilisé pour les voyous du régime en 2011 et par la suite aussi. C'est des voyous dans tous les sens du terme à bien des égards. Et c'est eux qui aussi, en 2018, ont participé à l'occupation de Afrin, sous direction de l'armée turque, qui a mené au changement démographique de 150 000 personnes. Là, en ce moment, il y a un cessez-le-feu qui a été négocié par les États-Unis. La Turquie avait pour objectif de récupérer Menbij, là. Il y a des menaces pour le futur. Je ne pense pas que la Turquie va s'arrêter là, mais est dans une situation d'attente. Il sait que Trump va arriver. Trump, tout ce qu'on est sûr seulement, c'est qu'il est instable. Donc, déjà, auparavant, il avait retiré des soldats américains qui avaient permis à l'armée turque d'avancer sur des territoires contrôlés par les forces démocratiques syriennes. Là, il faut savoir qu'il y a une présence plus symbolique qu'autre chose de soldats états-uniens au nord-est de la Syrie. Ils sont 900 à peu près. Sans retrait, et moi je suis pour, juste pour clarifier, pas qu'on me dise encore impérialiste pro-américain, parce que bon, on en entend des belles et pas mieux, je suis pour le retrait de toutes les troupes étrangères en même temps. D'accord? Et tous sans exception, en premier lieu Israël, on en reviendra, qui est la plus ancienne armée d'occupation en Syrie. Mais s'il y a un retrait des 900 soldats, ça serait un quasi feu vert à l'armée turque et l'armée nationale syrienne à attaquer ces régions. Donc ces deux groupes, HTS et l'armée nationale syrienne, sont loin d'être démocratiques, sont autoritaires, et on a vu leur expérience. Donc il ne faut pas leur faire confiance. Et c'est là où je disais cet espace contradictoire, mais aussi qu'il y a des possibilités. Ces deux armées ne sont pas assez fortes pour tout contrôler militairement et de même manière de gouvernance. De Idlib jusqu'à Damas, ils vont être obligés de partager d'une certaine manière le pouvoir. De contrôle, donc leur oblige de faire parfois des concessions par la pression par en bas, mais ce qui donne une opportunité. Donc ça c'est, mais est-ce qu'il va y avoir, et encore c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas en 2011 avec les mêmes organisations, il y a tout à reconstruire, des organisations démocratiques par en bas, des nouveaux syndicats, des associations. Assassinés dans les geôles du régime syrien. Il y a une archive, une documentation absolument incroyable de la révolution syrienne. Ça, c'est un des côtés positifs, j'ai envie de dire, comparé aux résistances des groupes démocratiques et de gauche en Syrie dans les années 70 et 80, qui sont très souvent, sauf si on a un passé militant, on s'est intéressé à la question, ignorés par de nombreux, même jeunes générations syriennes, où il y avait eu des grèves, des oppositions relativement importantes. Donc il y a une capacité, et il faudra saisir cette occasion pour aller essayer de l'avant, de reconstruire cette capacité démocratique. Et du fait de l'extension de l'influence politique de ces forces qui ne sont pas dominantes, par exemple dans le sud, encore HTS et l'armée nationale syrienne ne sont pas présentes là. Ils n'ont pas un contrôle politique, sans parler du nord-est de la Syrie. Déjà quelques exemples. À chaque fois qu'il y a eu, et simplement des critiques sur les réseaux sociaux, mais qu'ils ont tout de suite vues. Première critique qu'il y a eu lorsqu'ils ont pris le contrôle de la télévision nationale syrienne, ils ont commencé à faire des psaumes ou chants islamiques de leurs soldats. Les gens ont gueulé, ils ont arrêté après ça. Deuxième chose, symbolique aussi, le nouveau gouvernement issu de Giuliani, donc le chef de HTS, met le drapeau, symbole des groupes, si vous voulez, intégristes islamiques, à côté du drapeau de la révolution syrienne. Les gens gueulent, la prochaine intervention qu'il fait, il n'y a plus de drapeau. Certes, mais qui peuvent, voilà, faire des choses à l'avenir. Mais ça, c'est pour vous dire que
Au niveau interne, il y a des possibilités, il y a des capacités, il y a des gens qui reviennent déjà. Pas tout le monde va revenir, certainement. Il y en a des gens qui ont fait leur vie à l'extérieur, maintenant même des militants, militantes, des gens qui sont passés à autre chose aussi. Mais il y a la capacité maintenant d'aller et de revenir. Chaque fois que je parle avec un... Donc il y a un espoir là, il y a quelque chose qui... Et il y a une accumulation d'expériences qui a eu lieu dans ces 13 dernières années. Et il existe, voilà, des expériences aussi de ces dernières années. Il y a des, si vous voulez, des cellules secrètes de militants. Moi, j'ai eu de nombreux débats ou des formations à faire avec des jeunes en Syrie, à travers Zoom. Il y a eu des... et on sait qu'il y a ces réseaux qui existent. À Soueda, depuis 1 an et demi, il y a des manifestations populaires avec des groupes démocratiques, progressistes. Dans la côte, aussi, il y avait eu, lors du soulèvement en 2023 à Soueda, aussi un mouvement plus sur les réseaux sociaux, mais de jeunes de gauche, issus de toutes les confessions, qui dénonçaient l'autoritarisme, qui voulaient la justice sociale, l'égalité. Donc il y a des choses, il y aura des choses. Et ça devra être pris en compte. Donc ça, c'est au niveau du défi interne. Mais bien sûr, l'interne, il y a un dernier élément qui est très important, ça sera de lutter contre la division particulièrement arabe vs kurde, qui est entraînée, qui est approfondie par le rôle de la Turquie. La Turquie qui voit l'autorité autonome du nord-est de la Syrie région Est comme une continuation de son combat contre la population kurde et les droits nationaux kurdes en Turquie, comme une menace sécuritaire. Et donc là, il y a un danger. Mais aussi contre le chauvinisme d'une grande partie de l'opposition syrienne que j'ai toujours combattu, depuis même avant 2011, pour refuser les droits nationaux kurdes. Il faut savoir que la question, l'autorité autonome du nord-est de la Syrie et la majorité des partis kurdes en Syrie, et même s'ils le voulaient, je soutiendrais, moi je soutiens l'autodétermination des peuples kurdes, ne veulent pas, comme accusent certains chauvinistes, un séparatisme, un État. Déjà, la démographie syrienne est très différente de la démographie en Irak, du Kurdistan irakien, où 90% quasiment sont... En Syrie, 50% des Kurdes avant la révolution étaient entre Alep et Damas. Et même les régions du nord-est sont très diverses, entre arabes, kurdes, assyriens, arméniens, turkmènes, etc. Donc il y a une volonté plutôt de construire un État fédéral, démocratique, laïque, sur lequel je peux m'inscrire. Mais voilà, ça c'est des défis internes qui seront très importants, au-delà aussi des luttes confessionnelles. Sur les luttes externes, j'ai parlé de la Turquie, pour moi aujourd'hui c'est l'acteur le plus important régionalement en Syrie. Et il va essayer d'étendre son influence, ce n'était pas pour rien qu'aujourd'hui vous avez le chef des services de sécurité à Damas. Et là où il y a une différence entre Hayat Tahrir al-Sham et HTS et l'armée nationale syrienne, HTS a une autonomie par rapport à la Turquie. D'accord? Ça, il faut le prendre en considération aussi. Et tous les dangers que j'ai dit par rapport à la Turquie à ce niveau-là. Les autres, il y a un qui s'est déclaré tout de suite et qui revient à l'introduction de Hanouk. C'est Israël. C'est Israël qui est une menace mortelle, on le sait, pour tous les peuples de la région, pour les Palestiniens, pour le Liban, mais pour les Syriens et Syriennes. Et là, quand on voit que le jour d'après, les 48 heures après la chute de Assad, il y a 480 attaques à travers le territoire syrien sur toutes les capacités militaires, infrastructures militaires de la Syrie. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que, pour rester poli, les anti-impérialistes primaires, soi-disant, disent que c'est un régime résistant, que Assad a joué un rôle fondamental pour les Palestiniens et tout ça. Au contraire, parce que leur protecteur, depuis 40 ans, est tombé. Leur protecteur, que pas une seule balle depuis 1974 n'a été tirée pour libérer le Golan ou pour participer à la libération des Palestiniens et Palestiniennes. Vous alliez en prison si vous essayiez d'aller tirer pour libérer le Golan. Donc, et voilà, Israël a maintes fois répété qu'il voulait le maintien de Assad. Un Assad fait, c'était la meilleure chose pour eux. Et maintenant, il y a des documents secrets qui montrent qui ont été révélés, et qu'ils soient vrais ou pas, mettons ça de côté, qui révèlent des collaborations. Mais l'accumulation d'expérience montre que ce régime était un protecteur des frontières d'Israël. Et quand ce protecteur est tombé, il fallait agir. Il fallait agir. Il faut affaiblir toutes ces infrastructures militaires, ces capacités militaires, parce que demain, on ne sait pas qui sera au pouvoir et qui pourrait être utilisé
contre Israël. Parce que, et aussi, ça montre quoi? C'est un deuxième message politique qui est montré à Israël, aux futurs qui vont gouverner la Syrie, que ce soit, si vous avez une attitude hostile envers nous, on vous attaquera. Qui veut collaborer avec des dictateurs qui répriment leur peuple et qui veulent une forme de coordination directe ou indirecte avec eux. Parce que leur plus grande peur, c'est de voir une libération, une émancipation des classes populaires de la région pour faire une alliance avec les Palestiniens et Palestiniennes. Ça changera le rapport des forces. Comme l'avait dit Avigdor Lieberman en 2011, ministre des Affaires étrangères israélien, la seule fois où j'étais d'accord, je crois, avec un officiel israélien, une Égypte démocratique est plus dangereux que l'Iran. Et on pourrait dire la même chose de la Jordanie, de la Syrie et autres. Vous avez entendu, zéro condamnation. Zéro condamnation. Et donc ça, c'est aussi, et on y reviendra plus tard, mais une gauche qui se tient à côté des dictateurs n'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir. Pas simplement moralement, mais stratégiquement. Parce que c'est une faute politique de donner des espoirs aux gens que c'est grâce au régime syrien ou à l'Iran que les Palestiniens et Palestiniennes vont être libérés. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et ça, il ne faut cesser de le répéter. Ou bien, c'est toute la gauche qui va en pâtir. Je peux vous le dire. Encore une fois, j'ai fait les liens entre la question kurde et palestinienne. Et pour moi, ces deux questions c'est véritablement les divisions qui existent. Ça va prendre du temps. Il y a eu beaucoup de problèmes, de trahisons. Mais pour moi, je suis fondamentalement, je pense vraiment que si on veut de manière réaliste construire un avenir, ça doit passer par ce genre de solidarité. En fait, je crois que j'ai vu tous les trucs quasiment. J'ai encore du temps ou pas? Tu peux, ouais, 5 minutes. 5 minutes? Non, parce que là, j'ai bien travaillé pour faire un peu dans ma... Non, mais tout court. Je crois que j'ai couvert la plupart des choses que je voulais faire. Encore une fois, je pense que lorsqu'on regarde à des processus révolutionnaires, et en prenant tout ce que je dis en considération, il n'y a pas de processus révolutionnaire parfait où vous avez une checking list. Si vous n'avez pas un groupe révolutionnaire massif composé de cadres 1000 et autres, et que vous n'avez pas tout un certain nombre de choses, vous ne faites pas de révolution. Non, on ne sait pas quand arrivent les processus révolutionnaires, mais quand ils arrivent, il faut être prêt. Et il faut être prêt, il faut essayer de travailler pour maintenant développer les capacités organisationnelles des classes populaires par en bas et autres. Et aussi, au-delà de l'aspect démocratique sur lequel j'ai beaucoup insisté, le deuxième aspect qui est important, c'est socio-économique. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Et en l'occurrence, là, de nouveau, les groupes dont je parlais, de menaces internes, HTS et Armée nationale syrienne, n'ont pas d'alternative économique au néolibéralisme. Ils sont dans un néolibéralisme pur qui sera mêlé de formes de capitalisme de représentants des chambres commerciales syriennes qui ont été élus quelques semaines avant la chute de Assad et qui sont maintenant, ils ont tous changé leur site avec le drapeau syrien de la Révolution il y a quelques semaines avant. Bon, bref, mais le même président de la chambre commerciale de Damas élu sous l'ère Assad a été reçu par le nouveau gouvernement de Jolani. Il est ressorti et dit ce gouvernement est très bien, il a encouragé le libre marché et l'intégration économique avec le marché mondial. Il y aura une compétition capitaliste, pas comme auparavant.
etc. Mais l'expérience politique de HTS à Idlib, c'était on encourage le secteur privé et on encourage encore plus les copains de Jolani et ceux qui sont copains avec HTS. On leur donne des contrats privilégiés, etc. Donc il faudra, à bien des égards, voir là sûrement un nouveau réseau de capitalistes affiliés à l'ancien régime, mais pas trop, parce que ceux qui étaient au top vont disparaître. Mais les autres, donc ça ne concerne pas beaucoup de monde, des anciens, des représentants justement des chambres un redéveloppement économique, une renaissance économique, bien sûr qu'il y aura une nécessité d'une aide internationale humanitaire continue de développement. Et qu'il y a des problèmes structurels très profonds en Syrie. 90% de la population est sous seuil de pauvreté, des problèmes, les salaires sont miséreux, des destructions immenses et autres, mais il faut aussi un changement d'économie politique. Et ça passe par justement les luttes par en bas, la reconstruction de syndicats indépendants, une organisation paysanne, une organisation féministe, et donc de reconstruire un bloc indépendant, démocratique, progressiste, qui défend à la fois les droits démocratiques et sociaux et le droit de l'autodétermination du peuple kurde, pour constituer un bloc opposant aux groupes armés de type HTS et l'armée nationale syrienne, qui n'ont aucun changement radical à proposer, à part à nouveau l'autoritarisme, à part à nouveau l'exploitation et l'oppression. Donc sur ces bases, on peut espérer pour l'avenir. Mais il faut être clair qu'on espère, et encore une fois, ça c'est important de le voir. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais pour la première fois depuis 54 ans, on peut de nouveau espérer. Et ça, c'est inimaginable. Merci. Du coup, je laisse la parole au camarade. Je ne me rappelle plus ton prénom, excuse-moi. Hayreti. Hayreti. Ça marche ça? Non, c'est pour le son en fait. De la D'accord. vidéo, mais sinon, il faut parler fort. Le film. Oui, c'est filmé, mais c'est même. Ça, c'est dommage. On pourra couper si jamais. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Hayreti. Ça fait 10 ans que je suis en Suisse, je suis réfugié politique en Suisse. Et merci d'avoir nous invités ce soir et puis de nous donner la parole parce que c'est rare qu'on a le droit de parler. En fait, on ne trouve pas vraiment pour qu'on puisse nous exprimer dans un droit en Suisse et puis partout d'Europe. Merci pour Joseph Daher, il a parlé pour des sujets très importants sur les Kurdes et puis sur le Syrie, le monde entier, en Moyen-Orient aussi. Il a également parlé des frappes Israël contre Hezbollah et puis Iran, qui a affaibli vraiment ces deux mouvements et puis deux pays. Par la suite, la Syrie a été, en fait, ils ont attaqué la Syrie et puis récemment, le régime Bachar Assad, après 14 ans de lutte de résistance, s'est affronté. Ça ouvre une opportunité pour la Syrie, pour les Kurdes, pour les Arabes, pour les Turkmènes, pour tous les peuples du Moyen-Orient, de la Syrie. Cette période est critique. C'est une chance vraiment. C'est une chance pour créer une démocratie au Moyen-Orient, mais aussi à des risques. Le djihadisme, ce n'est pas le destin du Moyen-Orient. Afghanistan, Hayat Tahrir Sham et puis les autres groupes liés l'État turc, ils ont repris la Syrie. Comme Joseph il a dit, c'est deux groupes différents vraiment, mais quand même, il vient de, en fait, Hayat Tahrir Sham aussi, c'est un groupe djihadiste. Et, on sait que il était déjà affilié à Al-Qaïda auparavant. Quand on parle du régime Bachar Assad, c'est important pour les Kurdes parce que quand on parle du régime de Bachar Assad, on parle des Kurdes, des centaines de milliers de Kurdes sans papier pendant une décennie.
les droits sociaux, il n'avait pas ces droits. On parle des Kurdes et puis des autres peuples torturés, assassinés dans les prisons du régime Bachar Assad. Depuis 2011, l'administration autonome du nord-est de la Syrie, connue sous le nom du Rojava, a une vision pour la région, pour les Kurdes, pour les Arabes, pour les Assyriaques, Arméniens et d'autres communautés, selon le principe autogestion démocratique. Ce modèle place le droit des femmes, la coexistence pacifique et l'écologie au cœur de ses fondements. Malgré les défis, le Rojava a toujours affirmé son engagement à faire partie. Le Rojava, la révolution du Rojava a été faite juste après le début de la révolution syrienne à Dara, la région sud de la Syrie. Moi, j'aimerais parler un petit peu sur la vision des Kurdes. C'est une vision pour toute la Syrie et un modèle d'espoir pour une région et de quête de paix. Ce modèle repose sur 3 piliers fondamentaux: la démocratie participative, l'égalité du sexe et peuple des ethniques des cultures du Moyen-Orient. Pour la démocratie participative et puis pour l'égalité des sexes, moi, j'aimerais, ça c'est important, au Moyen-Orient, au cœur de Moyen-Orient, en Afghanistan, en Iran, tu n'as pas le droit de vivre comme une femme, tu n'as pas le droit de vivre dans la démocratie. Déjà, moi, avec la façon populaire, on dit, quand tu parles de démocratie dans certaines régions, tu dis, c'est égalisé, tu es l'ami de Shaitan. J'aimerais juste parler un peu des attaques juste après le défait de Bachar Assad. Comme vous savez, sûrement, Afrin a été envahie par la Turquie en 2018. La région de Serikani et puis Tel Abyad a été occupée par la Turquie encore en 2019, après le retrait des Américains, quand Joseph il a dit. Et puis aujourd'hui, on parle de Tel Rifat, de Manbij, et puis des autres régions kurdes. Déjà, on parle de centaines de milliers de Kurdes qui sont déplacés. La région de Tel Rifat, c'est important parce que c'était déjà une région des réfugiés kurdes d'Afrin. C'est la deuxième fois qu'ils ont été déplacés. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on parle des chiffres, mais ce n'est pas facile de vivre dans la région avec tous ces problèmes-là. Il y a un massacre, il y a des attaques, il y a des bombardements. De l'autre côté, il y a égorgement des groupes affiliés par la Turquie. Et puis, imaginez, quand ils attaquent, quand ils arrêtent une personne, un villageois kurde, s'il travaillait par hasard dans une pharmacie ou dans un autre établissement de la région, à l'époque, par hasard, il a une photo dans son téléphone, il se trouve directement en Turquie, dans les prisons de Turquie. On a vu les Kurdes de Dafrin qui ont été arrêtés, les villageois d'Afrin qui ont été arrêtés, et puis ont été arrêtés par la Turquie. Ils ont été condamnés à mort. Il n'y a pas la condamnation à mort en Turquie, mais on parle de 30 ans de la prison. La Turquie, c'est connu pour les prisons. En fait, c'était pas facile de venir à jour actuel. Déjà, les attaques de l'État islamique avant ça, d'Al-Nusra en Syrie, en 2012-2013,
après l'État islamique 2014, il a envahi à peu près toute la Syrie, à part quelques villes de la Syrie. C'était pas facile, la bataille de Kobani, quand on a parlé à l'époque en 2014, le monde entier a réagi contre ça. Après, on a pu libérer, les Kurdes, ils ont pu libérer certaines régions du nord-est de la Syrie. Ça a coûté très cher pour les Kurdes. On parle de 12 000 morts et puis on parle de 21 000 handicapés. Les gens qui ont perdu leurs bras, leurs genoux, ou quelque part ont été handicapés dans la guerre. Quand on parle des chiffres, c'est pas facile, mais la révolution du Rojava, c'était pas facile vraiment. Ça a coûté très cher. On peut rappeler à ce moment-là, dans les années 2016, 2015, 2016, en Europe, à Bruxelles, à Rome, à Paris, il y avait des attaques, des membres de l'État islamique, de Daesh. Et puis aujourd'hui, après tout ça, après tout ce qu'on a coûté, que nous a coûté très cher, on est encore sous bombardement de l'État turc, les groupes affiliés directement à l'État turc, soutenus par l'État turc, Armée nationale syrienne. Ça, c'est un groupe qui a été créé directement par la Turquie dans les années 2014, 13-14. La ville de Manbij, c'est très critique dans ces jours-là. Il y a beaucoup des attaques sur Manbij. Aujourd'hui, sur le sud de Kobani, il y a des bombardements. Et il y a des Américains qui ouvrent l'espace aérien pour qu'ils bombardent. Si les Turcs ils attaquent avec des armes, en fait avec des avions de chasse, ça veut dire que les Américains ils les autorisent. C'est sous autorisation des Américains. À l'époque, dans certaines régions, c'était les Russes. Il n'y a plus des Russes. Mais aujourd'hui, depuis des années, au Rojava, quand il y a un bombardement, quand il y a une attaque par l'avion de chasse, par l'avion de la guerre, ça veut dire que les Américains, ils ont donné les autorisations. Ça veut dire que les Américains, ils savent déjà par avant. Il y a certaines critiques, j'aimerais parler d'une chose, simplement que les Kurdes, ils sont avec les Américains. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas juste. Ici en Suisse, on n'est pas dans une vie comme on a envie, on est d'accord. Ce n'est pas un socialisme qu'on a ici en Suisse. Mais là, on a une force limitée. On ne peut pas aller avancer. On a une force très limitée. Au Moyen-Orient, les pays comme les États-Unis, la Russie, moi je peux ajouter l'Iran, la Turquie aussi. Il choisit ses partenaires, il choisit ses partenaires pour qu'ils gèrent le Moyen-Orient. Pour les Américains, en fait, pour les Kurdes, ils ont choisi un parti au Kurdistan du Sud. Selon des millions de Kurdes, le Kurdistan du Sud est aujourd'hui sous occupation de l'État turc. Ils sont en collaboration totale contre le mouvement de libération du Kurdistan. Et puis en Syrie, aujourd'hui, on parle de Hayat Tahrir Sham. On espère que en Syrie, il y aura une démocratie. Il y aura on aura un modèle démocratique, écologique. On est encore dans les années 1300. Le Moyen-Orient mérite une révolution du peuple, une révolution populaire pour tous les peuples. Le modèle du mouvement de libération du Kurdistan, ce n'est pas un modèle pour le peuple kurde. Ça, on doit dire tout clairement. On a beaucoup de critiques antérieures aussi des autres mouvements. Mais le peuple kurde a accepté le modèle du mouvement de libération du Kurdistan. Le modèle du paradigme de mouvement de libération du Kurdistan est un modèle démocratique un seul modèle démocratique pour le Moyen-Orient. Qui parle de la démocratie, de l'écologie,
de l'égalité du sexe en Syrie et puis en plein Moyen-Orient. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci vraiment pour cette invitation. Ce samedi, il y aura une manif. À 17h. Ça a changé, ça sera à 14h si jamais. Avec des échanges avec la police, c'est pas facile en plein Noël. On a dû changer, c'est à 14h à Montbenon toujours. Et vraiment, votre participation, c'est très important. Merci, merci vraiment. Des questions, remarques, interventions? Je me demandais par rapport à la chute de Saddam Hussein en Irak, il y avait cette dimension de régime sunnite dans une majorité chiite qui avait causé des clashs interethniques juste dans l'après. Et je me demandais en termes confessionnels ce que ça voulait dire les alaouites qui chutent pour des clashs interconfessionnels dans le pays. Deuxièmement, ma question c'était sur les dimensions internationales. J'aurais bien posé une question sur le séisme, surtout que Idlib, etc., a été très fortement frappé par le séisme en 2023. Mais je vais me restreindre juste à l'Iran. On n'en a pas parlé. Puis c'est quand même les bombardements israéliens, les couloirs terriens se sont fait affaiblir avec la chute de Bachar el-Assad, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'Iran dans les années à venir? Est-ce que ça devient imaginable qu'il y ait potentiellement une libération en Iran, etc. Et ensuite, c'est pas une question, mais c'était juste une remarque. Je tiens à saluer quand même Solidarité d'abord. Je suis pas membre, hein. J'ai aucun intérêt à faire ça. Mais tu peux devenir, hein. Je tiens quand même à dire que je trouve vraiment bien d'avoir une parole syrienne, sans vouloir te catégoriser, genre, mais plutôt arabe, quoi. Et après des Kurdes qui parlent sur une thématique donnée. Moi j'étais à la manif par exemple en 2023 sur le centenaire de l'accord de Lausanne pour les Kurdes. J'ai pas vu énormément de drapeaux palestiniens, j'ai pas vu énormément de drapeaux révolutionnaires syriens. Et vice versa si on inverse les manifs. Donc je trouve ça, je comprends complètement qu'il y ait des rancœurs, qu'il y ait des conditionnements historiques. Je dis pas ce que les gens doivent faire. Mais si les mouvements à Lausanne peuvent penser à intégrer des voix plurielles dans des dimensions régionales et dans des dimensions politiques qui incluent des trucs interethniques, je trouve ça vraiment beaucoup plus riche pour la discussion, donc merci. Est-ce qu'il y a une autre remarque, question, intervention? Est-ce que tu peux approfondir peut-être un peu les liens entre le HTS et l'ANS, genre quels sont leurs rapports et un peu, surtout en tout cas, aussi on dit beaucoup que l'ANS attaque le Rojava, comme si c'était très distant de... Parler un petit peu de ce qui est en train de se passer dans le sud, où, d'après 2-3 infos comme ça que j'ai vues, il y avait de l'auto-organisation, il y avait des comités qui se mettaient en place, etc. C'est-à-dire ce que tu parlais tout à l'heure, voilà, l'auto-organisation par le bas, et est-ce que Jolani, etc., va permettre que ça se concrétise, voire que ça s'étende? Parce que si on rapporte ça avec ce qui s'était passé à une certaine époque à Alep, ça serait une dynamique absolument extraordinaire. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses par rapport à ça. Du coup, je vous laisse la parole, je ne sais pas si... J'aimerais juste te dire une chose sur ce que notre ami il a dit pour les Kurdes et puis le Palestine, les drapeaux de Palestine. Nous, le peuple kurde, on a toujours soutenu la cause palestinienne. Avec n'importe quel groupe en Palestine,
80, juste après la création du Parti travailleur du Kurdistan, Mouvement de libération du Kurdistan, un groupe kurde militant du Parti travailleur du Kurdistan, ils sont allés pour combattre contre Israël. Nous, on est toujours pour la cause du Palestine. Il y a vraiment des tendances, en fait, c'est médiatique, il y a des problèmes, en fait, on crée des problèmes entre les Arabes, les Kurdes, entre les Turcs, les Kurdes. Nous, en tant que mouvement de libération du Kurdistan, on n'a aucun problème avec ni les Arabes, ni avec les Turcs, ni avec les autres. Vraiment, par cœur, on a avec... Au début des manifs aussi, on a essayé, on a tenté, on a participé à quelques manifs. Au début avec nos drapeaux, il y a eu des réactions, quelques réactions contre les drapeaux des Kurdes parce qu'il y a le soutien de l'État turc, soi-disant. Ça, c'est pas vrai, pour la cause du Palestinien. Et puis, à partir de ce moment-là, on a participé, mais pas avec nos drapeaux. Je reviendrai sur cette question, parce que c'est important. Mais tout d'abord, sur la comparaison Irak-Syrie, et pour juste classification. Certes, Saddam Hussein était de confession sunnite, mais il était surtout de confession Saddam Hussein. Donc, c'est-à-dire, ce qui est important, l'utilisation de l'État par un groupe de personnes, de réseaux qui servent leur propre intérêt. Donc, pas tous les sunnites en Irak bénéficiaient du régime irakien, c'est important de le dire. Tout d'abord, ce qui n'empêche pas qu'il y avait une majorité de répression à la fois contre la population chiite, qui est majoritaire, mais aussi contre les populations kurdes, sans oublier les armes, les attaques à l'arme chimique et autres qui ont eu lieu du régime irakien de Saddam Hussein. Donc ça, c'est d'abord ça. Ensuite, il y a deux différences primordiales entre l'Irak et la Syrie. La Syrie, c'est les Syriens et les Syriennes qui ont abattu le régime de Assad. Et ça, il ne faudra jamais l'oublier. D'accord? C'est les Syriens et les Syriennes. En Irak, c'est une occupation américaine qui va mener à la chute. Et ensuite, les problèmes confessionnels, contrairement à ce que disait, pour certains très sympathique, Barack Obama, ancien président des États-Unis, qui expliquait l'échec du projet américain en Irak en disant « Mais vous savez, les sunnites et chiites, ils se tapent dessus depuis 1400 ans. » Confessionnel, basé sur la représentation confessionnelle. Donc vous battez pour des places politiques en fonction de votre confession, ce qui a nourri en soi ce qui va donner la guerre civile et autres, notamment entre sunnites et chiites, sans oublier le fait qu'il va y avoir un rôle destructeur à la fois des monarchies du Golfe et de la Syrie, qui va laisser passer les djihadistes et à encourager les djihadistes pour aller se battre en Irak. D'ailleurs, Jolani a fait ses classes dans l'État islamique en Irak. Il était dans les géoles américaines. Donc là, il y a une différence. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir des choses similaires en Syrie? Je ne peux pas le dire encore. Je ne peux pas le dire encore. Ça va dépendre des développements qui... Uniquement une question confessionnelle. C'est plus politique, c'est plus sa revanche. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui étaient connus pour être des chefs des services de sécurité dans leur quartier ou dans leur région, qui ont été pris par la population, et voilà, assassinés en pleine rue. Mais c'est des cas isolés, pour l'instant. Il y a eu des incidents confessionnels, mais c'est des cas isolés. Il n'y a pas de généralisation là. Pour l'instant, ça va. Mais tout va dépendre du développement politique. Quelle représentation politique? La pire chose, ce serait de reproduire un système basé sur la représentation confessionnelle. Ce que je ne pense pas qu'il y aura en Syrie. Donc voilà, je dirais que c'est ça. De même, et revenir sur le régime syrien. Le régime syrien n'était pas un régime alaouite. C'était un régime assadien. D'accord? La majorité des alaouites souffraient, et d'ailleurs on a vu plein d'alaouites sortir là, pour mettre au pas
les statuts de Assad. Ils étaient aussi mal payés dans des infrastructures publiques, voilà. Et je connais tout un certain nombre, d'ailleurs, j'ai salué, et il y a un article, si ça vous intéresse, de lui aujourd'hui maintenant dans l'Anticapitaliste, c'est Mounif Moulhem, qui a passé 15 ans dans la prison syrienne et que, bon, Solidarité a aidé à un moment donné. Je lui ai envoyé un message, voilà, pour lui célébrer la victoire et dire, Inch'Allah, l'année prochaine, à Damas, à Pâques, mais c'est quelqu'un de confession alawite, un marxiste, qui était dans le parti de l'Action communiste. Si ça vous intéresse de savoir un peu de l'histoire de ce parti, il y a eu deux partis sur Contretemps, qui était la nouvelle gauche du Moyen-Orient dans les années 60-70. Et il était, voilà, un de ses représentants, il a passé 15-16 ans. Donc voilà, ce n'est pas un régime alawite, c'était un régime qui servait les affidés de Assad. Et d'ailleurs, sa base populaire était quasiment détruite à la fin. Deuxième chose sur la dimension internationale, l'Iran et autres. L'Iran est un des grands perdants par rapport à la Syrie. La Syrie était cruciale, c'était un allié géopolitique de l'Iran depuis des décennies, mais c'est surtout il était crucial pour l'Iran d'avoir la Syrie un peu comme allié, et ensuite sous sa coupe, pour le transfert d'armes vers le Hezbollah. Donc ça va probablement disparaître, et c'est un coup plus généralement, voilà, à l'autoritarisme iranien et à son réseau d'influence dans la région. Ça, c'est sûr. De même que c'est un coup politique, militaire et économique pour le Hezbollah. En plus que c'était une base logistique arrière, le Hezbollah, dans ces 10 dernières années, 5 dernières années, on va dire 6-7 dernières années, avait développé tout un nombre d'intérêts économiques à travers la Syrie, que ce soit contrebande, business de Captagon et autres, avec le régime syrien. Donc dans ce cadre-là, l'Iran, qui a instrumentalisé la question palestinienne depuis 7 octobre, et même avant, bien avant, perd une de ses cartes de négociation par rapport aux États-Unis dans le futur. Ça, c'est clair. La Syrie, c'est une perte. L'affaiblissement du Hezbollah, ce qui fait que les effets de levier de l'Iran sont diminués. Ça, c'est sans aucun doute. Est-ce que ça pourra faire boule de neige en Iran? Ça, il faudra voir. Mais il faut savoir qu'en Iran, tous les 6 mois, 1 an, il y a quasiment des soulèvements populaires. On a pu voir l'année passée Femmes, Vie, Liberté, mais aussi des luttes sociales constantes et autres. Donc, sur ça, l'Iran. Donc, un affaiblissement qu'on espère pour le reste des États autoritaires de la région. Sur l'intégration plurielle, alors, je vais dire, pour moi, c'est quelque chose que je me suis battu depuis longtemps, que ce soit en Suisse ou en Syrie, dans les deux, et au Moyen-Orient plus généralement, sur la question de la division arabe-kurde, les divisions confessionnelles, et du Nouvelle Syrie. Pour moi, à travers la question kurde, ce qui est intéressant, que ce soit en Turquie ou en Syrie, c'est la remise en cause d'États basés sur des États-nations exclusifs. Turquie, c'est l'ethnie turque et l'islam sunnite. En Syrie, c'est l'arabe et l'islam, entre guillemets. À travers la question kurde, on repense la diversité, un autre type d'État. Donc sur une question politique, c'est essentiel. Après, et je le dis, j'ai encouragé, moi, des formes de collaboration, et j'ai participé dans des choses avec d'autres, dans des formes de collaboration avec l'autorité autonome du nord-est de la Syrie. Après, avec toute la fraternité que j'ai un soutien critique. Il ne faut pas ni romantiser ni diaboliser. L'expérience du nord-est de la Syrie est intéressante à bien des égards. La participation des femmes, la coexistence diverses, les tentatives de sécularisation sont très intéressantes. Après, il y a, et on le voit actuellement, si une partie du projet n'est pas tellement une réussite, c'est pas, voilà, il y a des problèmes autoritaires, de diversité, sur le terrain, je dis. Mais après, c'est aussi une condition de guerre. Mais pour moi, le plus de la question kurde à travers les années, parce qu'il l'a dit très bien, le camarade. L'expérience du Rojava et de la Nord-Est est sortie de la révolution syrienne. Mais son isolement est la responsabilité première de l'opposition syrienne, arabe, chauvine. C'est la première responsabilité. Et c'est historique. Ça ne date même pas du Baas, ça date même avant du Baas. Parce que ce qu'il a parlé des centaines, il y en a 300 000 à peu près, 300 à 400 000 de Kurdes sans papier, ça date
d'un recensement qui était avant l'arrivée du Baas, 61-62, où on a privé la nationalité des Kurdes. Et le discours qu'on accusait les Kurdes dans les années 50, d'un certain nombre de dirigeants syriens, on accusait les Kurdes d'être des sionistes de l'intérieur, pour montrer leur externalité à la population syrienne. Ça datait d'avant, et je pourrais vous donner d'autres exemples. Durant la République arabe unie, il y a eu un cinéma à Afrin qui a été brûlé, avec des cinquantaines... À Afrin. À Amoudé, qui a été brûlé. Les chambres ont été fermées. Et il y a eu des accusations que c'était des policiers de la République arabe unie qui avaient fait ça. Donc, etc. Donc il y a une responsabilité première. Donc on peut avoir un soutien critique, ni romantiser, ni diaboliser, et avoir un débat pour avancer vers l'avant. Moi, ça pour moi, c'est la base sur laquelle il faut travailler. De même que si on pose, encore une fois, moi je vous ai fait les liens sur la question palestinienne et kurde, mais il y a une responsabilité qu'on ne peut pas nier du mouvement national palestinien. Par exemple, c'est le cas, et c'était un débat que j'avais honnêtement avec des camarades kurdes lors de l'invasion d'Afrin. Pour certains, je te le dis honnêtement, le mouvement national kurde, non, les Américains ne vont pas nous laisser abandonner, ne vont pas nous laisser tomber. Et j'ai repris cette phrase connue chez les Kurdes n'ont pas d'autres amis que les montagnes. En disant, les Américains vous utilisent, vous exploitent, mais c'est normal, dans une situation de guerre, d'avoir un accord ponctuel, tactique. Mais ce n'est pas un accord stratégique. Et ça, c'est une différence. Je pense qu'on peut avoir des accords tactiques. D'ailleurs, moi, j'étais pour l'envoi d'armes à l'armée syrienne libre des États-Unis pour se défendre. Qui ne peut pas penser comme ça quand vous avez les avions et tout, vous voulez avoir un débat de café et tout, ça n'a pas de chance. Du moment qu'on garde une indépendance et une autonomie. Donc, mais c'est des débats qu'il faut avoir dans un espace concret et de solidarité concrète. On peut avoir des critiques l'un à l'autre, mais du moment que la solidarité concrète est claire. Pour moi, ça, c'est la base pour travailler en commun. Sur HTS et ANS, il y a des différences. À chaque fois, ils ont été stoppés par la Turquie. La Turquie et HTS ont une relation pas conflictuelle, mais d'accord commun. La Turquie désigne HTS comme une organisation terroriste et a des leviers de pression. Mais veulent dealer avec et ont donné très certainement le feu vert pour l'offensive militaire. Là, la HTS aussi a eu des différences. Ils n'ont pas participé aux offensives militaires de l'armée nationale syrienne. Actuellement, à Alep, il y a 2 quartiers, Sheikh Marsoud et Ashrafiyeh, qui sont peuplés de Kurdes. HTS, pour l'instant, même s'ils isolent ce quartier, n'ont pas attaqué. Si c'était l'armée nationale syrienne, pour sûr, ça aurait été fini. Moi, je pense. Parce que HTS a un objectif. C'est de consolider son pouvoir actuellement. Et dès lors, il ne veut pas rentrer dans un combat avec HTS. De plus, il sait que ça va poser des problèmes avec les Américains. Et il veut une reconnaissance des Américains. Très clairement. Il est prêt à dealer vraiment avec tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on comprend ces différences. Sur Soueda, il y a, oui, depuis 1 an et demi, là, ça s'est encore augmenté, des comités de jeunes, il y a eu aussi des tentatives de syndicats professionnels mises en place. Pour l'instant, je pense que Jolani ne veut pas aller dans des régions, à part Damas, parce que c'est la capitale, centre économique, pouvoir, mais dans des régions comme la côte ou Soueda, qui sont très diverses aussi, confessionnellement. C'est très différent que gérer des sociétés dont il n'a plus l'habitude, qui est homogène. Et déjà, ça sera difficile pour lui de gérer Alep, Damas et autres, qui sont des sociétés beaucoup plus cosmopolitaines et autres. Donc pour l'instant, il y a une continuation, mais encore une fois, ses capacités de continuer va dépendre du développement dans d'autres. Les séparer, les attaquer séparément. Donc là, il faudra à un moment donné une collaboration au niveau national. Mais c'est très intéressant ce qui se passe à Soueda depuis 1 an et demi. Mais voilà, ça va dépendre de ce qui va se passer au niveau de l'évolution nationale. Merci beaucoup les camarades. On a encore du temps pour des discussions, des questions. Voilà, donc s'il y a des personnes qui ont des précisions, des remarques ou
J'ai la lumière dans la tronche, du coup je vois pas bien, donc faut vous manifester un peu. Il y a ici. Ah oui, alors Anna et Hamza et Julia. Je sais pas dans quel ordre, mais du coup allons-y dans cet ordre. Je vais essayer de parler fort. Merci beaucoup à nos intervenants, trois intervenants, pour vos prises de parole, pour la position internationaliste. Surtout merci aussi à Joe de nous rappeler encore une fois et rappeler tout le temps ce que ça signifie la position internationaliste et qu'à partir du moment où on commence à sympathiser plus avec les dictateurs qui se disent opprimés, développé sur un point, mais peut-être j'ai loupé ou peut-être t'as pas développé. C'est-à-dire que le HTS, effectivement, ils sont dans un rapport justement de consolider le pouvoir et aussi, donc il y a des bases russes et on ne sait pas trop ce qui se passe, donc ils ont un rapport avec la Russie qui n'est pas clair. Est-ce que tu peux développer là-dessus et qu'on a une vision un peu plus claire de leur, je sais pas, stratégie géopolitique si Déjà, merci à vous pour cette soirée. Moi, je voulais savoir, un peu particulièrement pour toi, Daher, tu as parlé des bombardements israéliens, mais il y a aussi une invasion militaire sur le territoire de l'armée israélienne. C'était pas arrivé depuis 72. Et je voulais savoir un peu c'est quoi les conséquences potentielles de ce qui se passe justement de cette invasion du Golan par les Israéliens. Et est-ce que tu penses qu'ils vont y rester ou qu'ils vont essayer de y rester pour de bon? Et j'ai oublié ma deuxième question. Si elle te revient, tu peux. Julia? Je suis désolée, j'ai manqué le début. J'avais une question par rapport à si on fait les pays qui est le tour des pays, ce qui se passe par rapport à la Russie au Liban. Je suis désolée si ça a déjà été discuté. Je n'ai pas compris. La Russie au Liban. Le- Et puis comment on fait pour la gauche pro-palestinienne et anti-israélienne? Du coup, 2 secondes. La question c'était par rapport au Liban et à la Russie, c'est ça? Et puis comment on deal. C'est quoi ta deuxième question? Parce qu'en fait, moi ce que je vois, pour passer sur internet, je vois pas mal de gens qui se positionnent à gauche qui disent que la révolution syrienne, c'est un coup d'Israël, c'est un coup Ah ouais. des États-Unis. Et voilà, ma deuxième question, c'est comment vous expliqueriez que dans le traitement médiatique des médias occidentaux, justement, alors qu'il y a une dizaine d'années en arrière, le groupe HTS était considéré unanimement comme terroriste, que le chef est même considéré sur la liste des terroristes par la Suisse, comment on explique que les médias occidentaux ont un traitement autant favorable à ce qui se passe en Syrie actuellement? Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque? Sinon, je vous laisse. Pardon, excuse-moi, vas-y. J'ai deux questions. Faut essayer de parler par contre fort parce qu'on n'a Oui, pas je de. fais de mon mieux. Mais Merci, voilà. désolée. La première, on sait que sur les 22 millions d'habitants de la Syrie, 11 millions d'entre eux sont des déplacés internes et externes. On a vu que très vite, plusieurs centaines de milliers d'entre eux et d'entre elles sont rentrés en Syrie. On n'en a pas parlé, alors je sais que c'est un peu tôt, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là, à la fois, ça a posé des questions sociales très fortes, mais aussi des gens qui ont connu 2011, 2012, 2013, etc. Donc ça va nécessairement avoir un impact. Je ne sais pas si tu as une réflexion là-dessus. Et la deuxième, je suis désolé de fâcher un petit peu, mais ce qui se passe actuellement à Raqqa, à Deir el-Zor, c'est quand même des manifestants qui sont tirés dessus. Donc j'aimerais quand même qu'on dise quelque chose de ça et pas juste qu'on mette un voile pudique, même si je suis entièrement d'accord sur tout ce qui est dit sur la question kurde. Voilà. Dans l'ordre que. Moi, je peux répondre juste à la deuxième question. Déjà, la ville de Deir el-Zor n'est pas sous autorisation des Kurdes. Sont forces armées syriennes. Il y a ça. Est-ce que tu arrives à parler un poil plus fort? J'ai dit déjà, Deir el-Zor n'est pas sous autorisation des Kurdes. Ça, on a, comme le Bachar al-Assad a été shooté, les Kurdes
a été changé le régime, les Kurdes, ils ont fait un accord, et puis ils ont laissé Deir ez-Zor c'est sous contrôle de HTS, Hayat Tahrir Sham. En ce qui concerne pour Raqqa, il faut bien qu'on regarde. Juste ce soir, moi j'ai regardé sur le média kurde, il y avait des vidéos qui circulaient pour Raqqa, et puis il y avait des gens qui attaquaient aux civils. Ça c'est vrai. Et puis le média kurde, les forces démocratiques syriennes, qui basaient sur les Kurdes, ils ont partagé des vidéos comme quoi ça, il y a des gens qui veulent créer des chaos comme quoi voilà, les forces démocratiques syriennes attaquent la population. On voyait tout clairement. Le peuple du Raqqa, s'il y a, à l'époque de 2017, quand ça a transformé, quand il y avait la présence de l'État islamique, c'était des groupes locaux. À Deir ez-Zor, à Raqqa, la plupart, je peux dire, ce n'est pas le peuple, mais des gens qui ont géré là. Nous, on n'a pas vu vraiment, on a vu des vidéos, des images qui ont été créées, des chaos dans la ville de Raqqa. Mais pas, à part ça, moi, je ne peux rien dire sur la question de Raqqa. Mais en ce qui concerne pour Deir ez-Zor, il n'y a pas des Kurdes là, il n'y a pas des forces démocratiques syriennes. Alors, pour revenir et qui ont rejoint HTS pour des raisons. Ensuite, pour Raqqa, moi j'arrivais ici, j'étais en contact avec justement des représentants de la force démocratique syrienne pour savoir un peu ce qui se passait, etc. Il y a des accusations des deux côtés pour l'instant. Ce qui est en tout cas indéniable, c'est ce que je disais auparavant, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il y a un sentiment, qu'on le veuille ou pas, à des réseaux ou à Raqqa ou dans des zones à majorité arabe, d'un sentiment que voilà, ils ont un statut potentiellement de second rang par rapport à d'autres populations, sachant que Raqqa est une ville quand même à majorité arabe. Est-ce qu'il y a des tentatives de pousser potentiellement, mais qu'il y a des raisons potentielles, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a des raisons potentielles pour des sentiments qui pourraient arriver à ce genre de manifestation, etc. Encore une fois, je pense qu'il faut, oui, il faut ni romantiser ni diaboliser. Dans le cas actuel, c'est un projet, comme je l'ai dit, pour lequel, pour moi, j'ai un soutien critique, mais aussi, il faut savoir que pour beaucoup de personnes, jusqu'à maintenant, c'était le projet le moins mauvais. Mais jusqu'à la chute du régime. Et là, il y a une ouverture. Donc, il y a des contradictions, il faut les expliquer, et il y a des dynamiques destructrices en 2017, à cause de Daesh en premier lieu, et des bombardements américains. Une grande majorité de la ville a été détruite. Et bien sûr, il y a des sacrifices des forces démocratiques syriennes. Mais la reconstruction a été compliquée, avec des formes de corruption locale aussi. De la même chose qu'on avait à Deir ez-Zor, d'ailleurs. Donc il y a des contradictions et qu'il faut prendre en compte, avec toutes ces nuances. HTS et Russie. En fait, HTS, même quand la Russie bombardait lors des 10 derniers jours de l'offensive, HTS a envoyé des messages à la Russie en disant « Abandonnez le régime syrien, vous avez plus intérêt à travailler à l'avenir et nous, on sera ouverts à vous. » HTS sait que la voie pour qu'il ne soit plus sur la liste des sanctions est encore longue, également assez. Veut nouer des relations avec les anciens alliés, à part l'Iran pour l'instant, de la Syrie. Chine est compris et Russie est compris. Et la Russie a quand même, bon, même s'ils ont pris un coup, ils n'étaient pas satisfaits de la manière dont Assad n'allait pas vers l'avant, vers des normalisations, notamment avec la Turquie et avec les monarchies du Golfe. Et surtout, à un moment donné, bon, ces forces sont investies, comme tu le sais, en Ukraine massivement, puis ils ne voulaient plus perdre autant d'armes pour un régime qui allait tomber. Et je pense que là, il y a un côté très pragmatique de la Russie. Comme ils ont dealé avec les talibans, ils pourraient dealer avec Hayat Tahrir Sham. Surtout s'il dit, on fait un deal sur des questions d'antiterrorisme, vous reprenez des gens que vous avez envoyés,
hein, certains djihadistes et tout ça. Donc, je pense qu'il pourra, mais on va voir comment ça va se développer. Il faudra aussi que HTS, et encore une fois, dans sa volonté de gagner en légitimité internationale, va jouer sur différents acteurs. Mais il devra aussi dealer avec une population interne qui n'oublie pas que la Russie a aidé le boucher. Encore une fois, ça sera à voir ces contradictions, et sans oublier que la Russie a quelques petits investissements économiques en Syrie, notamment au niveau du phosphate, quelques investissements dans le secteur hôtelier et autres. Donc voilà. Oui, tout à fait. Ils ont, en fait, Israël, l'armée d'occupation israélienne, a envahi la partie sud du mont Hermon, qui était la zone, entre guillemets, je ne sais pas comment on dit le terme, neutralité, où il n'y avait pas de force chez les deux. De démilitarisation, c'est ça, ouais. Zone démilitarisation, et qui s'inscrit dans les dynamiques que j'ai expliquées. Ce que j'ai oublié, parler avant, l'objectif de diminuer les capacités militaires futures et d'envoyer un message politique. Et voilà, envoyer un message aussi au processus de démocratisation. Ça, c'est d'être très clair. Et elle doit s'inscrire dans les dynamiques que j'ai expliquées auparavant. Ce n'est pas l'offensive militaire, pour revenir, bon, Julia, j'ai expliqué avant, mais l'offensive militaire, c'est pas comme je dis, s'il y a un lien à faire avec la Palestine, ce n'est pas l'offensive militaire, mais c'est les conséquences de la chute d'Assad. C'est les bombardements israéliens. C'est là le lien. Sur la deuxième question, le traitement médiatique, il est relativement simple, hein, et j'en parlais, je ne sais plus avec qui comme camarade. Je prends juste mon cas personnel, j'ai jamais eu, disons, un deux poids, deux mesures sur la Syrie et la Palestine. La réponse est simple, il y a un deux poids, deux mesures. Comme on m'a... Aujourd'hui, on me fait d'une enquête sur Bachar el-Assad et pas Israël. Ben, c'est simple. Israël est l'implémenteur de la politique impériale américaine dans la région. Et on défend son allié jusqu'au bout. Et Israël, encore une fois, il faudra cesser de le répéter, s'il a pu poursuivre ce génocide, a fait la guerre au Liban, faire actuellement ce qu'il fait en Syrie, c'est grâce à l'impunité accordée par les États-Unis. Et c'est l'implémentation. Les armes sont américaines, grande majorité. C'est le bras armé. Donc, c'est là où on comprend le deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures, il est là. Et Assad n'était pas un allié. Il voulait un Assad faible, mais il était un allié indirect. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un allié de type, voilà, Israël, c'était même pas un allié direct de type Jordanie, monarchie du Golfe et autres. Et donc le traitement des Occidentaux qui pousse un peu plus l'analyse. Là, il y a un peu de nuance. D'ailleurs, moi, honnêtement, quand je vois certains plateaux français, c'est simple que ça. Et en fait, ça devrait être le travail normal des médias, d'apporter de la nuance. Bon, après, c'est pas encore fantastique, hein, il y aura encore besoin de beaucoup plus. Mais au moins, voilà, j'ai envie de voir une diversité d'opinions qu'on ne voit pas, malheureusement, quand c'est la question de la Palestine. Donc pour moi, c'est une question d'engagement géopolitique et autres. Et c'est comme ça qu'on comprend, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que nous, parce qu'il y a cette différence, on doit adopter un peu une position campiste ou anti-impérialiste primaire? Non, nous, on se pose toujours, notre position, c'est par en bas, où les peuples bougent. Mais c'est comme ça, pour moi, qu'on explique ces différences sur cette question. Oui, pour Sébastien, c'est une question, d'ailleurs, que on soulève. D'ailleurs, on ne sait pas combien, on a vu toutes ces images de réfugiés de Turquie et de Liban qui reviennent. On ne sait pas encore exactement le nombre, et s'ils reviennent de manière temporaire pour voir leur maison, ou de manière, disons, pour se stabiliser là-bas. Moi, je reste sceptique encore qu'une grande majorité revienne en Syrie dans les conditions actuelles, 90% de pauvreté, une économie détruite, des salaires extrêmement bas. Syriens, 300 000, 400 000, c'était en majorité à 60% des moins de 18 ans, et le reste, des personnes âgées et des femmes. Les hommes restaient. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, bon, peut-être au Liban, on peut mourir sous les bombes, mais en Syrie, on va mourir de faim. Il n'y a pas de travail.
En Turquie, et c'est aussi un des objectifs de la Turquie, au-delà de s'attaquer à la question nationale, c'est de renvoyer les réfugiés. Donc s'il y en a qui veulent revenir de leur plein gré, tant mieux. Donc pour moi, c'est encore un point d'interrogation, et il y a des études qui doivent être faites, mais il y a deux choses à dire aussi, c'est ça pourrait avoir un impact positif parce qu'ils amènent avec une expérience de travail et autres, mais ça peut aussi avoir une expérience négative, parce que quand vous entendez la plus grande aide internationale vient des organisations internationales et humanitaires, non, c'est les Syriens et Syriennes, c'est les envois de fonds. Aujourd'hui, les envois de fonds en Syrie, c'est 4 à 8 milliards de dollars. L'aide humanitaire pour l'intérieur de la Syrie, c'est 2 milliards, 2,2 milliards. Et ça dépasse bien sûr les investissements étrangers qui sont quasiment nuls. Donc si vous avez un retour massif, ben, ça pose aussi comment vont être financés les Syriens et Syriennes à l'intérieur. Donc ça, c'est un vrai dilemme. Et encore une fois, pour moi, j'attends de voir. Pour moi, c'est une question. Même les déplacés internes, pour l'instant, c'est une question. Savoir aussi si leurs maisons sont toujours là, si elles ne sont pas détruites. Leur quartier, si vous retournez, moi j'ai des amis qui sont allés à Alep-Est, qui a été reprise par le régime, bon, surtout par l'Iran et la Russie, c'était encore majoritairement détruite jusqu'à récemment, les infrastructures et autres. Donc, de même que, voilà, dans le nord-est, on n'a pas assez parlé, mais aussi un des combats infrastructures civiles du nord-est, hein. Et ça fait des catastrophes humanitaires. On parlait des réseaux, étaient quasiment sans eau pendant longtemps à cause des politiques de bombardement turc. Donc tout ça fait que les questions du retour sont encore en interrogation. Et comme disait, je crois, Anouk en introduction, il faut se battre pour refuser les mesures de gel déjà des réfugiés qui viennent et de vouloir... Et ça crée une peur. Moi j'ai ma cousine qui m'a appelé directement dimanche en me disant, mais est-ce qu'ils vont me renvoyer? Alors qu'elle, sa situation s'est stabilisée après 10 ans. Mais ça crée une peur chez les gens. Donc ça, il faut bien sûr s'y opposer, surtout que la Syrie n'est pas encore sûre. Donc voilà, c'est... Ouais. Je propose, à moins qu'il y ait une... Tu voulais réagir? J'aimerais juste Ouais, bien dire sûr. quelque chose. Pour certains points, pour la révolution du Rojava, quand on dit pour les critiques, il faut critiquer le système, l'autogestion du Rojava pour qu'on puisse parler, discuter. Si on ne critique pas, s'il n'y a pas de critique, si on utilise seulement le mot critique, ça c'est ouvert, c'est point d'interrogation. La seule chose qu'on ne peut pas critiquer aujourd'hui, on n'a pas, est-ce que l'autorité du Rojava, des Kurdes du Rojava avec des Arabes, à Memlus, Raqqa, à Mishlo, des autres régions, c'est autoritaire? Non. Antidémocratique? Non. Ils sont contre la liberté des femmes? Non. Comme je dis que pour les critiques, la seule chose qu'on peut discuter, qu'on discute nous-mêmes aussi, c'est le lien des Kurdes. Avec les Américains, tout à l'heure, j'ai essayé de dire, j'ai perdu le fil, j'ai raté, j'ai pas pu expliquer. Nous, on a une force limitée en plein Moyen-Orient. On n'a pas de nationalité, on n'a pas de pays, on n'a pas des avions de guerre. Le seul peuple de Moyen-Orient, avec à peu près 50 millions de Kurdes. Toi, on n'a pas invité les Américains, ni Bachar Assad, ni les Russes. Le bien-être du peuple kurde et des Arabes, des autres minorités de la région. Si on refuse, on peut refuser, mais ça serait détruit aussi. Vu qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les Américains, c'est pire. Ils ont trahi partout. À Afrin, c'était les Russes. Ce n'est pas nous qui les avons invités. Ils sont venus, ils ont construit les bases aériennes, armées dans la région.
Afrin, ils ont donné l'autorisation pour les Turcs ils ont attaqué. À Tal Abyad, Serikane, c'est pareil, c'est les Américains, ils sont venus avec leurs forces. Et puis, nous, on a un peuple, comme tout à l'heure j'ai dit, on a force limitée. C'est pour ça qu'on base sur la force du peuple. On est lié à personne. On est indépendant vraiment, un peuple indépendant. On n'a pas un soutien d'un pays du monde entier. J'aimerais juste te dire sur le mot de... je ne suis pas d'accord avec le mot de romantiser non plus. On parle d'une région, il y a quelques années, jusqu'à 2017-2018, dans la marché de Raqqa, Deir ez-Zor, Mossoul, les femmes, l'État islamique vendait des femmes. On parle d'une région comme ça, et puis tu essaies de démocratiser avec des moyens très limités sous l'attaque de tout le monde. Moi, j'aimerais dire une chose, un exemple, quand les Turcs ils ont attaqué l'armée nationale syrienne affiliée à la Turquie, ils ont attaqué Manbij. C'était les groupes, en fait, Manbij, c'est sous contrôle des Kurdes et des Arabes, c'est ensemble. Et puis, il y avait une partie des Arabes dans les forces démocratiques syriennes qui ont changé la place. C'est comme ça que Manbij est sous risque maintenant. La plupart, c'est sous contrôle des forces djihadistes maintenant. Mais l'autonomie du Rojava refuse de faire parler comme quoi les Arabes, ils ont trahi les Kurdes. Il y a des Kurdes nationalistes aussi qui veulent nier, qui veulent parler comme ça pour créer des problèmes entre les Kurdes, entre les Arabes et comme les Turcs. Là, on parle d'un mouvement comme ça, automne en pleine guerre. À mon avis, ça mérite de romantiser aussi. Merci beaucoup les camarades Merci pour Anouk. vos interventions. Et juste vous annoncer, déjà on remercie énormément les camarades de Contre-Attaque Autonomie d'avoir cuisiné une soupe qui nous a réchauffés. Et le reste, il y a la manifestation en soutien aux attaques contre le peuple kurde à Montbenon. Samedi suivant, il y aura une manifestation aussi en soutien au peuple palestinien face au génocide. Et j'aimerais aussi vous inviter à suivre les activités du comité de soutien au peuple ukrainien et aux opposants et opposantes russes à la guerre, qui fait du travail aussi de solidarité internationale, qui est important. Parce qu'il me semble que ce qu'on a vu ce soir, c'est que les destins de tous les peuples sont liés. Un peuple. Voilà. Samedi contre... Oui, il y a aussi les... Mais ça, c'est... Oui, j'ai noté l'heure, mais j'ai oublié. Il y a aussi à Genève, à la Place des Nations, ce samedi à 15h30, le rassemblement qui est organisé par les femmes syriennes pour la démocratie. Voilà. Mais contre l'intervention israélienne, la guerre israélienne. Donc ce samedi, voilà, on va vous voir à un de ces deux endroits en tout cas. On va continuer dans tous les cas à se mobiliser, à construire un internationalisme des peuples par en bas. Rejoignez-nous dans les manifestations, dans les mobilisations. On peut boire un verre, discuter de manière informelle jusqu'à environ 22h. Et après, si jamais on veut continuer, on peut aller à la Néo-Martine juste à côté, où il fait un peu plus chaud pour continuer la discussion. Encore merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais.